Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Ok, je vous ai écrit une petite intro dans le train. Bonjour et bienvenue pour ce cercle de parole sur la masculinité, la virilité et comment ces normes impactent nos intimes, amoureux et sexuels. Si vous trouvez que cet épisode sent bon la potée, la quiche et la mirabelle, eh ben c'est normal, nous sommes à Metz. Merci à l'association Couleur Gay pour son accueil et aux 11 auditeurs qui ont répondu présent. Ça, c'est le moment où vous faites genre « ouais !» Alors, commençons par un petit test. As-tu l'impression que les normes de masculinité limitent ton chemin d'épanouissement ? T'es-tu déjà corrigé pour ne pas avoir l'air trop féminin sur ton app de rencontre, par exemple, ou lors d'une rencontre avec un crush ? Moi, oui. Quand je lis sur une app de rencontre « Je suis masculin et je cherche que des hommes masculins », je sais jamais si je suis assez masculin pour les contacter. Est-ce que ma barbe et mes poils, car oui, je suis poilu, font mon certificat de virilité ? Est-ce que ma voix est assez grave ? Si je fais un date avec un mec qui cherche des mecs masculins, est-ce que j'ai le droit de croiser les jambes ? Il n'y a pas très longtemps, en plein rapport sexuel, alors que je lâchais prise, enfin, je m'entends gémir d'une façon trop féminine, genre... Alors là, j'ai écrit dans mon intro, hein ? Donc il faut que je fasse le gémissement. Comment j'ai... Genre, hein ? Quelque chose comme ça. Et donc direct, je m'arrête, je me déconnecte du sexe pour corriger mon gémissement et faire les suivants un peu plus virils, genre... Ah, c'est vrai, hein. C'est histoire vraie. Et je me suis dit, putain, c'est tellement triste. Tout ça parce que j'avais peur d'être rejeté. Quel triste masque. M-A-S-Q-E. Petit jeu de mots. Alors, comment fait-on avec ces normes de virilité et est-ce qu'elles influencent nos chemins d'épanouissement ? C'est notre sujet du jour. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Imaginez, vous êtes sur Grindr ou une app de rencontre et il y a un profil qui vous intéresse bien et qui dit « Je ne veux que des hommes masculins ». Levez la main ceux qui se disent « Je dois pas être assez masculin pour lui ». Une seule personne, 2, 3. Ok. J'aimerais qu'on commence en fait par ça. Est-ce que Guillaume saute sur le micro. C'est marrant parce que je t'ai pas donné plus d'infos, donc cet homme, tu sais pas ce qu'il entend par masculin. Pourquoi, selon toi, tu pourrais ne pas correspondre ? Disons que j'aurais peur que ma masculinité ou ma façon d'être soit remise en question, ou en tout cas que cette rencontre, la rencontre avec cette personne qui dise pas de personne efféminée, que en fait l'image qui renvoie de moi, donc ça soit justement, qui me mette mal à l'aise ou qui me blesse en fait. Et donc dans la vie quotidienne, j'ai envie de dire que je suis à l'aise avec ma personnalité étant parfois efféminée, maniérée. Je suis à l'aise avec ça. Attends, mais non, je vais pas. J'allais faire lever la main si vous trouvez Guillaume féminin. On va pas du tout faire ça. Très mauvaise idée, mais genre je pourrais me dire, ok, comme moi, t'as de la barbe. Où sont les manières ? Ça veut dire, non, dans le sens, pour toi, c'est quoi d'avoir des manières ? Ouais, disons de parler avec les mains, je saurais pas forcément te le décrire, en tout cas, c'est peut-être quelque chose, c'est quelque chose qui me l'a clairement été reproché déjà. Ah ouais ? Qui t'a dit quoi ? En tout cas, on m'a reproché déjà d'être trop féminin, quoi, d'être efféminé, au travail, je pense que le fait que je corresponds peut-être à l'homosexuel, en tout cas à l'image que les personnes peuvent avoir de l'homosexuel, c'est-à-dire maniéré,
Enfin, en tout cas, c'est ma perception. J'arrive pas à creuser davantage. Donc mais... toi, tu le contactes pas, le mec qui a mis sur son parce que ça te fout la pression. C'est ça que ouais, parce que en fait, ça dégage du négatif et que j'ai pas envie de me mettre dans une situation où potentiellement, soit il finit par me rejeter parce que je suis trop féminin, et au contraire, j'ai potentiellement les discussions avec cette personne vont tourner à ah mais les autres gays qui sont trop féminins, et j'ai envie de lui dire mais comment ça, enfin va te faire foutre. Ouais. On a le droit au gros mot. On a le droit à complètement tout. T'as Benoît qui dit oui, ouais. Mais il ne claque pas des doigts, donc on l'entend pas. Est-ce que Sébastien, t'es à l'aise? Toi aussi, t'as dit alors qu'il me plaît, j'ose pas le contacter. Tu veux dire pourquoi? C'est un peu la même chose que Guillaume. En fait, j'aurais peur d'être rejeté parce que malgré mon physique qui est très masculin, je pense que intérieurement, j'ai ce qu'on pourrait reprocher comme un côté féminin. J'ai pas le stéréotype du comportement masculin qui est boire de la bière, regarder du foot, faire des barbecues et des choses comme ça. Dans mon fort intérieur, je suis pas du tout comme ça. Je suis, par exemple, je suis végétarien, je bois pratiquement pas d'alcool. J'ai une vie j'aime beaucoup faire des trucs manuels, de l'art manuel, des choses comme ça. Donc je suis pas masculin dans ma façon d'être, même si physiquement j'ai cette image plutôt masculine. Est-ce que tu es à l'aise de décrire les caractéristiques physiques qui te permettent, selon toi, de dire moi je suis masculin physiquement? Par exemple, ma barbe, le fait que j'ai une carrure que j'entretiens, je fais beaucoup de sport, donc j'ai un physique assez sportif, même si dans mon fort intérieur, je suis pas réellement une personne sportive comme on pourrait le voir jouer au foot, faire du basket. C'est des choses que j'ai toujours rejetées. Mais t'as des muscles, quoi. Et toi, tu dis, le mec sur Grindr qui cherche des mecs masculins, dans le physique qu'il recherche, tu corresponds par ta barbe et tes muscles. Voilà, je pourrais représenter par mon physique que j'entretiens inconsciemment masculin, je pourrais correspondre, mais par ma façon d'être profond et par la personne que je suis réellement, je pense que je ne correspondrais pas à ce stéréotype. Ouais, je comprends. Toi, c'est vachement intéressant parce que tu as dit je suis végétarien, donc tu connectes le fait d'être végétarien avec quelque chose de plus efféminé? Pas de plus efféminé, mais pas de masculin tel qu'on a le stéréotype, l'homme des cavernes qui se fait des barbecues, qui boit des bières, qui joue au foot. Pour moi, voilà, le pur masculin, le masculin de base, c'est ça. Ou comme Guillaume disait, qui va critiquer les autres gays féminins. Ça, typiquement, c'est masculinité toxique. J'ai l'impression qu'on gratouille aussi la question du viril, en fait. Oui, complètement. C'est clair. Par exemple, moi, je peux me mettre à pleurer devant un film, mais ça ne va pas me gêner. Bon, après, j'ai un certain âge, donc du coup... Tu es à l'aise de dire quel âge tu as ? 45 ans. Voilà, 45 ans. Donc du coup, et puis j'ai tout un passé de ma vie qui fait que maintenant, je vois la vie autrement, donc ça ne me gêne pas de pleurer devant un film, mais je sais que c'est un côté qui est pas du tout masculin. C'est marrant parce que moi, les gens sur les apps qui mettent « je ne cherche que des mecs masculins », moi je l'interprète comme sur l'aspect physique. Pour moi, le fait que tu pleures, enfin, pour moi, ces personnes-là, mais c'est que des préjugés, hein. Ils cherchent des gens qui physiquement sont masculins. En revanche, ils pourraient autoriser que tu pleures. Ils m'autoriseraient pas, moi, à croiser les jambes, mais ils t'autoriseraient, toi, à pleurer et à être végétarien. Tout ça, c'est des préjugés. Par exemple, hein. Je croise aussi les jambes. C'est vraiment un ouf. Benoît et Louis, si jamais tu as envie t'es le troisième à avoir dit que toi, tu lui répondrais pas. Est-ce que tu veux, avant que Benoît intervienne, tu veux dire pourquoi ? T'es pas obligé, hein ? Non, vas-y. Benoît ? Moi, je trouve que, au contraire, pour moi, c'est vraiment un red flag parce que ça montre que, justement, on va rentrer dans un débat un peu anti-mec féminin et qu'est-ce que veut dire être vraiment masculin. C'est un red flag pour moi parce que j'ai déjà eu une expérience personnelle où j'ai eu un date avec justement un mec qui était très masculin, très musclé, etc. Et tu peux nous aider, comme on a bien identifié qu'on n'avait pas tous la même définition de masculin. Quand tu dis très masculin, tu as dit musclé. Est-ce que tu peux décrire les caractéristiques qui, selon toi, font de cet homme un homme masculin ? Il faisait très...
Comme on expliquait, la barbe, très masculin. Et en fait... Donc attends, juste barbe et muscles. C'est les deux caractéristiques qui font... Oui, et dans son aspect général, dans sa façon de parler... en fait, c'est pas masculin, il faisait hétérosexuel. Je pense que c'est ça aussi, masculin, égale faire hétérosexuel. Et pour moi, c'est aussi un peu tout... Enfin... C'est un peu le problème parce que justement, j'allais en venir par rapport au date que j'ai eu avec cette personne et auquel je suis parti limite en courant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a commencé à parler des rôles actifs, passifs, etc. Et lui, ça allait encore plus loin. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où on est passif, on rentre dans une féminité où limite on est la petite dame des années 60 à préparer la cuisine à son homme et c'est là où je me suis dit mais ça va beaucoup trop loin en fait. Comment il te l'a présenté ça? Comme je viens de te le dire. Il a dit pour moi je suis actif. Pour moi lui il était quoi lui? Lui il était actif. Et moi, j'étais passif. Enfin, je le suis. Je sais pas trop ce que je suis à la rigueur, mais pour le coup, il m'a présenté le truc exactement comme je viens de te le dire, c'est-à-dire qu'il me parlait de son ex et que son ex était passif. Bon, déjà un mec qui parle d'un ex au premier date, bon. et en plus de ça, il m'expliquait que son ex, vu qu'il était passif, c'est lui qui faisait à manger. Depuis peu, il travaillait pas, mais ça lui posait pas de problème. Enfin, c'était une discussion qui était d'un autre monde, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'avoue que ça m'a un peu refroidi dans le fait que sur Grindr, quand je vois des mecs, en plus, souvent ceux qui mettent masque pour masque, ils sont pas forcément très masculins non plus. Et je pense que c'est une manière de se rassurer et se dire, ok, je suis gay, mais je suis pas trop gay quand même. Ouais. Est-ce que toi, tu te positionnes où par rapport à ton désir envers les hommes? Est-ce que tu t'es vu dans ton intime, hein, quand tu regardes, si tu regardes du porno ou quand vraiment tu regardes, tu vois, je vais y arriver. Est-ce que tu es plus attiré par, je m'en fous de la performance du genre féminin, masculin, en fait tout ça se mélange, je m'en fous, ou est-ce que tu penches dans une direction? Alors moi, en toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'au début, j'étais moi aussi dans le cliché, c'est-à-dire que pour moi, les mecs féminins, c'était hors de question et tout. Pour moi, je me considérais comme passif et je voulais un mec vraiment masculin. Puis aussi, c'était quelque part le moyen de faire plus accepter l'homosexualité par rapport à la vision de mon entourage, etc. Voilà. Et non, est-ce que tu peux... Je vois grave ce que tu dis, mais est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? En quoi sortir avec un mec plus masculin aide à l'acceptation de l'homosexualité dans son entourage? Parce que justement, en fait, ce qui peut déranger, pas forcément mon entourage, mais c'est comme ça que je le perçois, ce qui peut déranger les personnes, en fait, les homosexuels, c'est comme ça que je le perçois, je me trompe certainement, mais c'est le côté les hommes hyper féminins. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que toute ma jeunesse et jusqu'au moment où j'ai fait mon coming out, j'ai eu le droit aux phrases, le classique « Benoît, j'ai une question » et je savais ce que ça allait être. Et comme on expliquait, je trouve ça même grave maintenant à l'heure actuelle de dire « je peux pas croiser les jambes parce que ça fait gay ». Et comment je m'habille parce que ça fait trop gay, etc. Attends, c'est quoi la question que les gens te posaient? Benoît, j'ai une question. Benoît, j'ai une question et je savais ce que ça allait être. C'était pour me poser la question si j'étais gay. Ah. Et en fait, je trouve que... en fait, à partir du moment où j'ai fait mon coming out, ça a été complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'avant, les gens savaient pas, donc pour eux, j'étais gay. Vu que j'étais trop efféminé, etc. À partir du moment où j'ai fait mon coming out, j'ai eu le droit à des phrases comme « Non mais c'est fou, jamais j'aurais deviné que t'étais gay. » Ouais. Et c'est là où je me suis dit, donc du coup, c'est ce côté, au final, la masculinité, c'est faire accepter l'homosexualité, entre guillemets, dans le monde dans lequel on vit, en fait. Mm-hmm. Et je trouve ça triste, mais je pense que c'est aussi un moyen de se rassurer. Ouais. Toi, tu parlais des rôles et de l'enfermement, en fait. Si je suis plus masculin, donc c'est moi l'actif.
Enfin, tu disais ça de cette personne avec qui tu as fait un date. Julien, est-ce que tu es à l'aise parce que je crois que toi, tu as partagé le fait que, et si tu es à l'aise, tu passes le micro, justement que tu pouvais, toi, être enfermé dans des rôles. Est-ce que tu es à l'aise d'en parler? Oui, je peux en parler. C'est quoi cette histoire? L'histoire d'être enfermé dans des rôles, tu veux dire On projette sur toi. Je retrouve pas ton post-it. Non, oui, je vois duquel tu veux parler. En fait, moi, ce que la j'ai société me pousse à être masculin et donc à être pénétrant. Exactement. Julien. Je pense que quand on se construit gay, donc moi, je pense que j'ai eu une phase où je devais être plus ou moins efféminé sans m'en rendre compte, qui devait correspondre peut-être à la primaire et peut-être début du collège, où j'étais peut-être légèrement harcelé, on va dire, mais très gentiment. Enfin, gentiment, il n'y a jamais de harcèlement gentil, mais on va dire, c'était pas non plus très violent. Attends, et donc, c'est trop important. Tu dis que c'était pas très violent parce que t'avais eu des coups, c'était que des insultes. C'était plutôt psychologique, oui, exactement, c'est ça. Et c'était une violence qui détruit de ouf. La psychologie, ouais. Oui, effectivement. Non, mais ce que je veux dire, ce que je voulais surtout dire, c'est pas la partie physique ou mentale, c'est plutôt la fréquence. C'est-à-dire que ça arrivait peut-être une fois par mois, deux fois par mois, grand maximum. C'était pas. Je pense que ce qui peut être vraiment embêtant dans le harcèlement, c'est la fréquence, si c'est quotidien. Donc c'est plutôt là-dessus que je parlais de violence. Et donc, ça m'a poussé à avoir une construction où j'ai comme disait Benoît, où je croise pas les jambes, j'essaye de m'identifier à des hommes très masculins de mon entourage et à mimer leur attitude pour pouvoir un peu me défendre d'une certaine manière ou me protéger. Et donc, on rejette la féminité au fur et à mesure et on arrive à un moment où on arrive à avoir une vie sexuelle. Et à ce moment-là, naturellement, entre guillemets, puisque on doit être un homme viril, on va se diriger vers la position dite actif ou pénétrant, sans se poser la question forcément de oui, mais est-ce que je peux être aussi pénétré, puisqu'en fait on se construit en homme viril. Juste, et donc toi, tu parles oui, de toi, pardon, là. Je me construis en tant que. Désolé. Mais je suis sûr que c'est commun. Il y a peut-être d'autres gens qui hochent la tête là, ouais. Non. Ouais, mais en tout cas, toi, tu t'es un peu enfermé dans ce rôle. Exactement. Du masculin, et du coup, tu t'es dit, du coup, c'est moi qui pénètre. Exactement. Je pense qu'il y a eu deux mécanismes. Pour moi personnellement, à la fois ce mécanisme-là de je rejette la féminité, donc naturellement j'arrive à la position active, et aussi par mon physique et par ma manière d'agir et par ma manière d'être viril, je vais peut-être attirer des hommes qui vont être plus passifs. Donc en fait, à la fois moi-même... C'est quoi ton physique ? Physique, je suis plutôt grand, je suis noir, je fais aussi un petit peu de sport. Et donc, je suis pas très barbu, mais légèrement barbu. Et donc, je pense que c'est des attributs qui peuvent... Barbe de 3 jours. Voilà, barbe de 3 jours coupée ce matin. Barbe de quelques heures. Voilà. Et donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être une partie qui est une réaction à l'environnement, on va dire, pour parler de la sexualité en soi. Et ensuite une construction personnelle ou une déconstruction personnelle qui peut arriver en supplément. T'en es où, toi, aujourd'hui, de ta liberté sexuelle ? T'as des rapports sexuels où tu peux être pénétré, pénétrant, ou t'es encore un peu bloqué dans cette case de pénétrant ? Alors aujourd'hui, moi je fais les deux. Enfin, je suis pénétrant et pénétré. Ça m'a pris pas mal de temps avant d'être pénétré, justement pour les raisons que j'ai évoquées avant. Tu veux dire, tu le demandais à tes partenaires que tu as mentionné être plus féminin et eux te répondaient bah non. Ça, il y a eu un moment où je le demandais pas du tout. Clairement, au début de ma relation, de ma découverte sexuelle, je le demandais pas du tout parce que j'étais cantonné dans ce rôle-là et que j'avais pas encore commencé mon mécanisme de déconstruction, on va dire, sur cette question-là. Et ça veut dire à ce moment-là, tu n'avais pas de désir d'être pénétré ? Je pense pas non plus. Ok. Ouais, donc ça n'existait pas. Exactement. Pour moi, c'était aussi, je pense qu'il y avait aussi la partie associée à s'abaisser. Être pénétré, c'est s'abaisser. Et donc, je ne vais pas le demander puisque je ne veux pas m'abaisser à ça. Mm-hmm. Et ensuite, il y a eu la partie de déconstruction. La partie de déconstruction, en l'occurrence, j'étais avec un partenaire qui était plus féminin que moi. Il y a eu toute une partie où, donc, comme tu disais, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le demander, à l'évoquer, à le demander. Et il y a une partie qui a été très difficile puisque moi, j'étais demandeur.
Lui, en l'occurrence, bien qu'il soit plus féminin que moi, a priori, avant d'être avec moi, il était que actif. Donc, c'est pas comme s'il n'avait jamais été actif. Et pourtant, je pense qu'à cause de ces blocages psychologiques, les premières fois on a essayé, peut-être les 3 premières fois on a essayé, ça ne marchait pas mécaniquement, psychologiquement. On se sentait pas à l'aise dans ces rôles-là. Ok, lui bandait pas ou oui, toi t'avais mal? Ah non, bon, moi peut-être que j'ai eu un peu mal parce que bon, les premières fois on va pas se cacher, ça peut faire mal, mais c'était plutôt de son côté. Mais c'est pas pour le blâmer, je pense que c'est aussi une question de j'adoptais peut-être pas une attitude qui l'encourageait non plus à performer dans cette manière-là. Enfin, je sais pas. Intéressant. C'est quoi, selon toi, c'est quoi que tu aurais pu faire comme attitude? C'est un peu un post-it que j'ai mis aussi. C'est le post-it de dire quand je suis pénétré, je suis un peu plus féminin. Ouais. Et quand je suis pénétrant, je prends un peu plus les choses en main et je suis un peu plus masculin. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens, mais en tout cas, c'est un peu un de mes ressentis. Et donc, peut-être que, comme tous mes rapports sexuels avant, j'étais pénétrant, j'avais une attitude pendant le rapport sexuel de masculin et de prendre les choses en main, peut-être directif. Et donc là, j'avais peut-être du mal à me mettre dans un rôle de lâcher prise et de... Tu l'as jamais dit, mais féminin, quoi. En gros, j'entends le truc socialement construit que masculin, viril égale entreprenant, celui qui, au sexe dressé, qui n'a pas de problème d'érection, qui pénètre et qui domine. Conquérant, oui. Conquérant, ouais, versus si je suis pénétré, alors forcément je suis féminin. Oui, c'est ça. Et rabaissé. Exactement. Peut-être que inconsciemment, c'est aussi une manière de découvrir son féminin, d'être pénétré et donc de lâcher prise sur son masculin. Ouais. Et donc peut-être que j'avais pas encore lâché prise totalement sur le masculin, de manière pas seulement dans la relation, mais de manière générale. Et donc les deux se sont peut-être associés d'une manière inconsciente. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, donc j'ai compris que tu as dû tuer le petit Julien trop efféminé? Je l'ai tué et maintenant je suis en train de le ressusciter. Oui. Trop bien. T'as envie. C'est tout. Voilà. Tu peux dire 2-3 trucs à ce propos, non? Ah, sur le fait de ressusciter le Julien féminin. Oui. Non, j'ai pas envie. Non. Ce que je peux dire là-dessus, c'est que je pense que dans ma vie publique au jour le jour, je pense que il est encore bien mort. Et il reste encore dans son placard, on va dire, pour faire des références. C'est plutôt dans le domaine privé ou dans le domaine, avec mes amis, lors de soirées, que qu'est-ce que tu t'autorises? Tu t'autorises quoi de nouveau? Bon, la manière de danser, la manière de se mouvoir, la manière de parler, le type de blagues que je vais faire ou ce genre de choses-là, ou comment moi-même je vais... Enfin, quand je veux dire les blagues, c'est des blagues d'autodérision. Avant, j'aurais tendance à me positionner comme quelqu'un de très masculin. Aujourd'hui, si quelqu'un parle de moi au féminin, je le prends très très bien et je vais même parler de moi-même au féminin, utiliser le elle au lieu de il. Ouais. C'est plus du tout un problème, alors qu'avant, ça m'aurait peut-être un peu écorché ou... voilà, peut-être ce genre de choses-là. T'arrives à prendre ton pied analement, dans tous les sens du terme? Tu veux dire au niveau de la sexualité? Ouais. Carrément, oui, pleinement. Super. Ouais, c'est ça. Tu as déconnecté le « si je suis pénétré, je suis rabaissé ». Ah oui, ça, je pense que ça a été... Ça, je pense que avant même les premières fois que j'ai été pénétré, je pense que ça a été déconstruit. C'est quelque chose peut-être qui a été présent au tout début, la première année de ma sexualité. Après, très vite, ça a disparu. Et une des raisons principales, c'est parce que je pense qu'on ne peut pas respecter son partenaire passif si on considère qu'être pénétré, c'est être rabaissé. Ouais, il n'y a pas de relation saine, entre guillemets, si on ne respecte pas son partenaire. Donc là-dessus, ça s'est fait très rapidement. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été pénétrés et qui se sont sentis super virils, masculins? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Ça m'est arrivé il y a 3 jours, mais j'aimerais bien que ce soit pas moi qui raconte. Non, vous, quand vous faites pénétrer, vous vous sentez toujours très féminin?
Non, juste les gens ont peur de prendre le micro là. Toi, Benoît, tu es prêt à dire? Ben oui, en fait, moi, c'est un peu l'inverse de Julien, c'est-à-dire que moi, j'ai commencé du coup à découvrir ma sexualité en étant passif, tout en étant un peu viril, et du coup... C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ben, barbe. Ouais, enfin, viril physiquement et dans l'attitude, en fait, de pas forcément être soumis, quoi. Ok, donc avoir l'air d'un homme hétéro. Ouais, enfin, oui. Ok. Et en fait, je suis tombé plusieurs fois sur des mecs qui étaient vers ça. Et du coup, ils voyaient que j'étais du coup viril. Donc, les rôles se sont échangés. Et c'est du coup comme ça que, justement, à l'heure actuelle, je me pose encore la question si est-ce que je suis vraiment passif ou actif juste de temps en temps, genre pour dépanner, ou si vraiment je suis vers ça parce que je prends du plaisir aussi à être actif. Ouais, je trouve que c'est passionnant. Mais parce que tu lis les deux. En fait, t'es bien ce que tu veux, selon le vent et l'humeur. Pourquoi pas? En théorie, oui. En pratique, sur les sites de rencontres, et encore, je sais même plus si on peut trop appeler ça un site de rencontre, on peut le dire, Grindr. Bien sûr, mais attendez, les gens, on dit tout ce que vous voulez, sauf si vous dites des trucs illégaux, racistes et transphobes. Ok, non. Mais tant que vous êtes dans le cadre de la loi... Donc Grindr, je sais plus trop si on peut appeler ça un site de rencontre, mais en tout cas, sur Grindr, je suis pas sûr que ça se passe comme ça. Justement... a priori, les premiers temps où tu t'y mets, tu te dis, bon, ça va être l'occasion de rencontrer des gens, etc. Non, mais pourquoi tu mets pas Versa sur Grindr? Je comprends pas. Bah, parce que si le moment-là, je me sens pas pleinement Versa. Ah oui, pour toi, Versa, c'est pendant le rapport sexuel, je suis obligé de switcher. Non, je suis capable d'être les deux, mais si sur le moment... En fait, je sais pas. Donc, vu que je sais pas, je mets ce que je sais. Mais c'est intéressant, le début... Et là, Guillaume, tu lèves la main ou tu te grattes le nez? Je lève la main. Ok. Le début de ta sexualité, tu l'explores passif. Et en fait, dans ton rapport à la vérité, je trouve ça vachement intéressant comment tu lis les deux et comment, en se créant des cases, on s'enferme, quoi. Parce que moi, de l'extérieur, je suis là. Mais en fait, j'ai eu tellement de témoignages de personnes plus efféminées qui me disent « Mais moi, je veux vous baiser et je peux pas, quoi. » Le nombre de mecs plus féminins qui disent « Mais moi, en fait, j'ai envie de pénétrer des gens. » Et parce que je suis plus féminin, je peux pas. Mais en fait, dire que Grindr met pas des cases, c'est faux. Hein. Grindr, je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de cases. Oui, mais là, je parlais de toi, Benoît, dans ta liberté. En fait, j'entends que t'as des blocages, t'as des interrogations qui connectent virilité. C'est pas des interrogations, c'est une découverte. Moi, j'ai fait le choix de faire mon coming out et de commencer c'est pas le choix, ça s'est fait comme ça, de faire un coming out et de commencer une découverte sexuelle à 26 ans. J'en ai 32, donc du coup, je continue à découvrir. C'est pas vraiment une case, c'est que a priori, je pensais ça et je m'autorise à découvrir, à penser différemment. C'est vachement intéressant. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Ah, mais j'ai vu Guillaume et c'est très bien. Guillaume. Mais s'il y a d'autres gens qui ont envie de rebondir sur le sujet, non, là, tout le monde regarde ses pieds en mode surtout ne pas croiser le regard de Guillaume. Je ne forcerai personne à intervenir. Hein. Si vous me regardez dans les yeux, vous inquiétez pas. Mais toi, Guillaume, tu as dit à peu près la même chose. Je trouve ça vachement intéressant parce que dans les automatismes, Benoît, il a profité de l'automatisme viril égal actif. Donc en fait, lui, il aborde une relation avec un Versa en mode passif et en fait... dans le feu de l'action, puisqu'il est viril, alors quick. Toi, sur ton post-it, car nous avons, avant d'enregistrer, fait toute une série d'activités très intéressantes, bien rondement menées, dont notamment du post-itage, où on a pu marquer nos idées. Toi, tu as dit « je ne sais pas pénétrer si je ne me sens pas dominant physiquement, c'est-à-dire plus grand, plus large et tout. Ouais. » C'était pas ça que tu voulais dire? Désolé. Si, mais en fait, je voulais rebondir sur ce que Benoît a dit par rapport à Grindr, c'est que les premières rencontres de Grindr, en fait, ce qui, moi, me plaît pas dans Grindr, c'est que
c'est qu'en tout cas, les personnes qui me contactent vont avoir tendance à vouloir écrire un script sexuel à l'avance. Et moi, j'évite... Bon, ça dépend, parce que des fois, bon... C'est vrai. Nous savons tous. Enfin, beaucoup de gens disent... Mais... quand t'es mieux luné... Ouais, non, en fait, ce qui me plaît pas, c'est que... J'ai envie des fois de dire sur Grindr, en fait, on a le droit de parler de la pluie, du beau temps. En fait, on n'est pas obligé de parler de faire écrire un script sexuel. Et même ce que Benoît justement disait par rapport au fait, quand on est avec la personne, on se dit au final, je voudrais bien pénétrer plutôt que d'être pénétré. Et ben le fait d'être là dans la rédaction de script avec Grindr, on s'envoie les photos, on se dit t'aimes quoi, c'est quoi tes fantasmes. En fait, je sais pas, rencontrons-nous, quoi, déjà. Rencontrons-nous pour se connecter, voir c'est quoi la vibe, est-ce que le courant passe déjà, parce que des fois le courant il passe pas. Et comme on a écrit un script parce qu'on était sur Grindr et qu'on s'est dit qu'on allait coucher ensemble, on couche ensemble, alors qu'au final, ça se trouve, on n'avait pas si envie que ça. Et c'est un apprentissage énorme parce que j'ai 29 ans et que moi, toutes mes rencontres sexuelles, sauf une, mais c'est passé que par des applications de rencontres telles que Grindr. Donc en fait, c'est un apprentissage énorme de dire je vais à une rencontre Grindr et du coup, finalement je sens que le courant passe pas, et ben je dis à la personne au final je le dis stop. Mais j'ai l'impression que les scripts rassurent, parce que c'est ce que tu dis quand tu dis moi j'arrive pas à pénétrer si je me sens pas dans une forme de domination. C'est parce que toi tu t'es déjà retrouvé à rencontrer quelqu'un soit de plus grand ou de plus massif que toi, et du coup perdre ton érection ou se sentir moins pas assez masculin pour pénétrer. Je dirais pas ça. Je dirais que ça me faisait moins envie, quoi. Enfin, je sais pas. Mais moi, c'est ma grosse question. Est-ce que mon imaginaire sexuel, est-ce que mes fantasmes sexuels sont uniquement socialement construits ? Tu vois, quand là, tu dis, là, c'est par rapport à ce post-it, en fait, je me demande si c'est pas lié à mes goûts personnels ou... Parce que bon, à la rigueur, quand on est pénétré, on peut regarder le plafond. Ah ouais, tu trouves ? Alors Benoît, si tu parles, c'est au micro. T'as dit quoi ? Oui, il a raison. Après, ça dépend comment. Je suis pas tout d'accord. Je suis pas. Non, bon, mais après, on se fait tous pénétrer de manière différente. Et donc, il y a personne d'autre que moi ne s'est fait pénétrer en se sentant super masculin et viril. Ah si. Toi, t'as déjà. Oui, c'est ce que j'expliquais. Et donc, je regarde pas le plafond, moi. Non, mais ça dépend. Il y a des fois où c'est pas les meilleures expériences de notre vie. Soit. Donc là, à ce moment-là, on regarde le plafond, on pense à une liste de courses ou j'en sais rien, mais... Ouais, ou bien juste on dit stop et non, quoi, parce que sinon, en termes de consentement, c'est l'horreur. Mais là où je rejoins pas Guillaume, par contre, c'est par rapport à Grindr, l'apprentissage. Je trouve qu'au contraire, ça apprend mal les choses. Et là, je dois faire un peu autorité. On parle de masculinité et féminité, et je sens que vous avez envie de faire un cercle de parole sur Grindr, les enfants. Mais non, mais parce que c'est en lien avec Alors, notre sexualité. Alors, trouve-moi une manière de le connecter. Parce que c'est en lien avec notre sexualité, et c'est en lien surtout avec les questions qu'on peut se poser sur notre masculinité ou notre féminité, et ce qui peut poser problème là où il y en a absolument pas, en fait. Sur l'idée, en fait, on se fait une idée de la féminité et de la masculinité par le seul lien de rencontre homosexuel, Grindr. J'ai envie de demander aux autres, est-ce que quelqu'un a déjà été rejeté parce que dit trop féminin lors d'un date, lors d'une rencontre, etc. Même trop masculin. Ouais, ou trop masculin, ouais. Mais là, je voulais qu'on parle un peu de féminité. Et justement, du coup, de se checker et de se modifier pour avoir l'air d'être suffisamment masculin. Non, personne. José. En fait, alors, oui, on m'a déjà dit, dans un date ou dans une rencontre il y a très longtemps, on m'a dit, ouais, t'es... Alors, c'est pas féminin, je suis une génération, j'ai 50 ans, donc folle. Hein. Donc, quand on m'a dit t'es folle, effectivement, en face de moi, j'avais un mec qui était super baraqué, super musclé, tous les stéréotypes du mec viril. Ouais. Bon, moi, je suis comme je suis, j'ai mes rondeurs, mes machins, etc. Attends, il m'a dit, pourquoi il t'a dit que t'étais folle ? Parce que je rentrais pas dans ces canons de virilité,
parce qu'on rentre dans des canons de, comme on l'évoquait tout à l'heure, quand il est masculin, il est viril, il croise pas les jambes, il est baraqué, il roule des épaules. Donc si t'es un peu sensible, un peu à l'écoute, un peu tu sais, quand dans un date, tu peux avoir, ça m'est arrivé, j'étais jeune, j'avais une 20aine d'années, j'étais dans un mode un peu in love, donc tu regardes, waouh et tout, et le mec il m'a dit, t'es pas un mec, quoi. Ok, et t'avais 20 ans? J'avais une 20aine d'années, donc ça date un petit peu, mais je repense, tu vois, les histoires, parce que moi j'ai grandi avec des films qui étaient La Cage aux Folles, ou La Cage aux Folles, t'as la folle, et t'as le mec viril qui joue l'hétéro, qui fait passer ce rôle-là, donc malgré tout, même si le film est un peu vieux, il a quand même influé sur le regard qu'on a sur nous-mêmes, le regard que d'autres personnes vont avoir sur nous-mêmes. Donc oui, j'étais pas le mec viril, musclé, machin. J'étais peut-être un tout petit peu en décalage, mais bien avec moi-même. Et pour cette personne qui me rencontrait, qui cherchait un mec, il s'est dit, non, il est pas musclé, il a pas les attributs. Donc il m'a classé folle, sans que je me considère comme ultra féminin ou. Ouais. Ça t'a impacté, t'as l'impression d'avoir. Ah, ça m'a choqué, ouais. Et tu t'es modifié après ça? C'est marrant parce que, mais je sais pas si j'ai le droit de le dire, parce qu'on a déjeuné ensemble. Tu te rappelles ce que tu m'as dit au déjeuner? Je sais pas si j'ai le droit de le raconter. Comment je peux te le signifier sans le raconter pour que si t'as pas envie. En gros, les gens te disaient, t'es pas sûr que t'es. Tu te souviens pas de cette conversation? Tu m'as dit l'exact opposé pendant notre déjeuner. Ouais, parce que c'est d'autres situations, mais... T'es à l'aise de raconter ou pas? Je sais plus ce que j'ai pris un verre de vin, je sais plus ce que je t'ai raconté. En fait, pendant le déjeuner, tu me dis que les gens, ils viennent te voir et ils te disent, mais t'es pas sûr que t'es hétéro? Ah oui. T'es à l'aise qu'on en parle ou pas? Sinon, oui, on peut, oui. Okay. Oui. Mais donc ça a complètement changé. Est-ce que c'est parce que t'as, comme Julien, tué ta féminité et que du coup, t'es devenu l'incarnation d'hétéro qui t'a même dépassé, parce que maintenant, quand t'essaies de draguer les gens, ils sont là, mais t'es sûr que t'es pas hétéro? Alors, oui ou non? Il y a des canapés, effectivement, monsieur le psy. Oui, il y a peut-être une ambivalence ou un truc face à ces réactions. Je me suis dit, il va falloir que je sois un peu plus ce que je veux envoyer comme image, donc plus masculin. Donc oui, au boulot, quand je leur apprends que je suis homo, ils me regardent, ils font, mais t'es sûr que t'es homo? Je sais, oui, j'ai aucun doute là-dessus et je l'assume parfaitement. Mais effectivement, j'évite de rentrer d'être dans cette image cage aux folles ou un peu extravagant, un peu. Alors j'ai un rire qui est très aigu, donc j'évite de rire aux éclats. Je contrôle mon rire quand je suis dans ce monde-là. Si on pose la question, je réponds. Par contre, quand je vais dans un cercle amical ou dans une association LGBT ou dans un univers bienveillant, oui, je vais parler un peu, comme on le disait tout à l'heure, je peux parler de mots féminins, je peux déconner en surjouant la folle. Enfin, je reviens sur cette image de folle, parce que au-delà du terme féminin, masculin, il y a cette image qui nous a véhiculé, qui se transforme de film en film. Moi, j'aime bien le cinéma, donc je repense à Cage aux Folles et je repense à Brokeback Mountain. Brokeback Mountain, t'as deux bûcherons et t'en as un qui encule l'autre. Enfin, on va être très. Et ça remet aussi en cause, et ça a permis de rééquilibrer le fait qu'il n'y a pas besoin d'être folle pour être pénétré, pour reprendre un terme qu'on employait tout à l'heure. Mais toi, du coup, t'as dans ton cheminement d'intime vu des impacts de cette masculinité versus féminité. Toi, en gros, tu as dit oui, j'ai caché ma féminité au boulot notamment, mais après dans ta vie intime, t'es resté toi-même, quoi. T'as pas eu. J'essaie de m'adapter socialement à mon environnement. Donc, je sais qu'il y a des endroits où ça va être choquant, où ça peut être choquant, où ça peut être pris comme de la provocation. Et je fais partie d'une génération que j'ai pas envie de lancer ou comment dire, de choquer les gens. Donc je m'adapte. Effectivement, peut-être que je mets un mouchoir sur une partie de moi-même, mais je sais que je peux la vivre pleinement à côté et sans problème aujourd'hui entre nous. Ou dans tes pratiques sexuelles, il y a pas tu vois pas de lien ou d'impact. On a pas mal parlé de la pénétration. On était plusieurs à connecter. Non mais José, tu peux dire, tu n'hésites pas à ne pas répondre. Non, enfin disons que, parce que José me faisait le signe de non, mais on est sur le sujet de l'intime et je suis pas très à l'aise sur cette partie-là. Voilà. Ouais, bien sûr. Parce que en fait, dans notre cercle aujourd'hui, tu as des gens qui n'ont jamais écouté le podcast et d'autres qui ont écouté le podcast et en effet qui ne sont peut-être pas au courant de mon côté psy canapé. Oui.
Sache qu'il y a 220 épisodes pour toi pour le découvrir. Et qu'en effet, on parle d'intime et de sexualité. Et non, et c'est vachement bien de mettre sa frontière à l'endroit qui est juste pour nous. Hein, donc, on ne force pas du tout. Non. Et je t'invite à passer la parole, ou bien tu veux finir. Non, voilà, j'étais juste pour refaire le lien avec le côté folle et le côté, effectivement, assumer sa masculinité ou la vivre en fonction de l'environnement, du cas dans lequel on est, avec les références sociales qu'on a eues. Et moi, mon vécu oui, ça peut être assez violent de se faire entendre dire non, t'es pas masculin, alors que bien sûr. On a ces repères-là qu'on retrouve, qu'on n'entend pas tout à l'heure. Je vois Benoît qui lève la main, mais je voulais inviter quelqu'un qui a pas ou peut parler, peut-être à partager quelque chose autour de notre sujet. Est-ce que quelqu'un se sent l'élan? Je vois Sébastien. Est-ce que quelqu'un d'autre? Non? Sébastien? Oui, je voulais juste revenir sur le fait où tu disais, tu demandais si quelqu'un qui se faisait pénétrer s'est senti hyper masculin en se faisant pénétrer, mais moi c'est plus dans l'autre sens que je voudrais le dire, c'est que il m'est déjà arrivé en ayant une relation en tant qu'actif de trouver la personne que je pénétrais hyper masculine en étant pénétrée. J'associe pas du tout la personne qui se fait pénétrer à quelque chose de féminin. Et je pense que c'est quelque chose d'important, parce que c'est une image qu'on se fait nous sans doute, mais quand on la projette, elle n'est pas pareille. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je veux complètement. Et est-ce que vous savez comment on peut déconstruire ça? C'est-à-dire, parce que j'ai l'impression qu'on est plusieurs à avoir eu un chemin en fait, si je suis pénétré, c'est pas une question de soumission, c'est pas quelque chose qui dégrade et ça n'a pas de lien avec la performance de mon genre. Ouais. Est-ce que toi, tu sais... Parce que moi, en fait, cette notion féminin, masculin, comme on est en train d'en parler, elle est plus sur l'hétérosexualité. C'est ce qu'on va donner comme image à un hétéro. Tandis que moi, quand j'ai une relation avec quelqu'un, je me pose pas la question. On est pareil. Je sais pas si on a le même ressenti. Mais moi, je pense qu'on grandit dans un monde très homophobe et où l'hétérosexualité est la norme. Et donc, on essaye, ou en tout cas, je dirais, j'ai essayé longtemps de coller à ça. Et donc, dans ça, il y a qui pénètre qui et en fait, toute la misogynie du monde hétéro, quoi. J'ai l'impression qu'on avale et qu'on reproduit. Exactement, c'est ce que disait José, dans un cercle bienveillant comme on est. Alors, oui, il existe toujours des personnes gays qui vont dire c'était folle, etc. Mais je veux dire, quand on choisit les personnes avec qui on a des relations, généralement, ils ne se posent pas cette question. Je veux dire, on ne se pose pas la question du féminin, du masculin. Entre gays, je vois pas... Ouais, c'est très... Ouais. Ben j'imagine que ça dépend. Ça, hein, ouais, c'est dans ton milieu, c'est dans ton cercle. Mon cercle, c'est Grindr, comme tout le monde. Hein. On est dans une petite ville, un petit coin. Dans mon cercle, c'est Grindr. Ou alors le sauna, ou alors d'autres applis. Et toi, tu dirais donc, t'es dans la région de Metz. Oui. Et toi, tu dirais que justement dans ce cercle-là, ça s'est pas mal libéré. C'est peut-être le tri que je fais déjà moi, comme on disait tout à l'heure sur la masculinité. Chercher quelqu'un qui cherche que des gens masculins, je vais pas aller vers ce genre de personnes parce que j'aurais peut-être pas cette confiance. C'est aussi, par exemple, moi, je vais avoir tendance à aller plus facilement vers des gens plus jeunes que moi. Parce qu'ils sont plus ouverts d'esprit, ils ne sont pas construits comme des personnes de ma génération, donc j'ai 46 ans, donc ils ont une autre vision de la chose. Ils sont beaucoup plus ouverts déjà. Donc du coup, j'ai pas ce sentiment de me dire féminin, masculin, voilà. Tu sens que cette génération-là, les plus jeunes, n'ont pas ces mêmes blocages? Les plus jeunes homosexuels qui se sont acceptés plus jeunes parce qu'ils ont pu, ils n'ont pas ce blocage, ils ont moins ce... On prend du plaisir ensemble, peu importe la façon dont on prend du plaisir. J'ai un post-it de toi qui dit le contraire. J'ai le droit. Pour ma génération, oui, bien sûr. Non, mais je te dis ça avec un gros clin d'œil. J'ai un post-it de toi quelque part, là, au milieu, où tu partageais le fait que, étant toi t'as des attributs masculins, barbe, musclé, etc., et plus âgé, on te mettait dans la case domi. Oui. Qui t'enfermait, et ça, c'est les gens qui projettent sur toi domi plus actif plus masculin. C'est pas cette jeune génération plus actif, voilà, on est plus, c'est vrai que on me considère masculin, donc du coup oui, effectivement on va me considérer plus actif, mais dans ces cas-là c'est souvent des gens plus de ma génération que de ma génération. C'est cool.
Bah, en tout cas, je croise les doigts pour que ça change. En fait, les jeunes qui vont chercher... Les jeunes, je m'entends, hein, parce que maintenant, vu que j'ai un certain âge, les gens en dessous de 30 ans, s'ils vont chercher quelqu'un d'âgé comme moi, ils vont justement rechercher ce côté... rétro et masculin. Donc du coup, là, on reste dans ce stéréotype. Péril, ouais. Merci pour ce premier épisode. Je donne rendez-vous aux auditeurs dans quelques jours pour la deuxième partie et à nous dans quelques minutes pour la deuxième partie aussi. Merci. C'est trop mal. Vous me regardez. Et c'est la fin de cet épisode. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.